Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous venez d'accuser les écolos allemands d'avoir sabordé le nucléaire. Mais Monsieur le Ministre, mais qui a fermé Fessenheim? C'est les écolos peut-être? Qui a inscrit dans la loi la fermeture de 14 réacteurs nucléaires? C'est les écolos peut-être? C'est vous, c'est toute la majorité qui avait applaudi le ministre dans un cynisme et un culot absolu. Et Monsieur le Ministre, vous parlez du bio, vous venez vertement de renvoyer dans ses buts les écolos sur le bio, mais en même temps, vous dites que vous allez l'inscrire dans la loi, dans une perspective totalement déconnectée du marché, où chacun vous explique qu'aujourd'hui le bio ne répond plus aux attentes des consommateurs. Vous avez envoyé avec vos amis écologistes des agriculteurs dans une voie qui ne les mène nulle part, parce que Madame Pochon, quand vous dites que le bio est d'une meilleure rentabilité économique, mais réveillez-vous Madame Pochon, quand vous allez au salon de l'agriculture avec Madame Meunier, toutes les filières vous le disent, que le bio est totalement sinistré. Alors revenez sur terre un petit peu, revenez à du pragmatisme. Arrêtez, vous, Madame Pochon, de dénigrer comme vous le faites l'agriculture conventionnelle, qui est l'une des agricultures les plus vertueuses au monde. Revenez sur terre et Monsieur le Ministre, arrêtez de suivre les écolos qui nous envoient dans des impasses. Monsieur Léaumont. Monsieur Léaumont. Non? Alors Monsieur Fournier. Ah non, pardon. Alors Madame Trouvé, c'était pour le groupe LFI la prise de parole, donc c'est. Merci Monsieur le Président. En fait, Monsieur le Ministre, vous utilisez une tactique bien connue, c'est-à-dire que on vient de vous rappeler des faits graves, de mon point de vue, qui sont que vous avez supprimé des objectifs chiffrés sur le bio, les légumineuses, qu'aujourd'hui vous voulez refaire l'histoire, on vous a rappelé les faits. Tant mieux si vous revenez dessus, mais enfin, vous ne pouvez pas dire qu'en fait, vous n'avez pas fait une erreur. Vous avez fait une erreur, nous avons essayé de la corriger. Enfin, au bout de plusieurs jours, sous notre pression, vous la corrigez. C'est un fait. Et là, vous utilisez une technique bien connue qui est celle de la diversion. Donc, vous nous sortez le nucléaire, vous nous sortez tutti quanti pour pas en fait, confirmer ce que nous venons de dire et qui est le plus important, qui est cette suppression des objectifs chiffrés. Donc, évidemment, le Rassemblement national tombe dans le piège, les deux pieds dans le piège. Bon, bah, et vous continuez là-dessus. Tout le monde devrait, au contraire, aujourd'hui, se féliciter que, oui, nous avons réussi à déjouer ce qu'a fait le gouvernement il y a quelques jours, collectivement, certes, et c'est très bien. Parce que c'était votre erreur du gouvernement, à savoir non seulement sur le bio, hein, là les collègues s'échauffent sur le bio, non seulement nous corrigeons sur le bio, mais sur les légumineuses, et ça c'est très important. Les légumineuses, qui veut dire réintroduire tout le cycle de l'azote organique dans les sols, faire en sorte qu'on ait une souveraineté nationale sur les légumineuses quand nous importons 120 000 tonnes de légumineuses par an, notamment à cause de l'accord de libre-échange sur le CETA avec le Canada, que vous appuyez, mordicus, d'ailleurs contre la majorité de l'Assemblée nationale, raison pour laquelle vous ne voulez pas le faire voter ici. Alors, nous allons voter en commençant par les sous-amendements. Le 55-62 est à main levée. Donc, qui est pour? Qui est contre? Il est repoussé. Vous êtes à vos pupitres pour le scrutin public concernant le 54-67. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat, votant 136, exprimé 134, majorité 68 pour 32 contre 102, il n'est pas adopté. On retourne à main levée avec le 54-79, qui est pour, contre, rejeté. Et sur l'amendement, on est en scrutin public, l'amendement 3573 qui a son avis défavorable. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat, votant 135, exprimé 133, majorité 67 pour 31 contre 102, il n'est pas adopté. Sur l'amendement 4206, je suis saisi par le groupe écologiste d'une demande de scrutin public qui est annoncée dans l'Assemblée nationale. Amendement 2860, Madame Lingemann. Il est défendu, Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur. Restez concentré. Monsieur le rapporteur. Allez-y, monsieur le rapporteur. On demande de retrait parce qu'il est satisfait. Monsieur le ministre. Merci Madame Lingemann de cet amendement. On en a parlé à plusieurs reprises. Je vois très bien l'intention. En fait, ce qu'on a fait à la fois en commission et dans le texte me paraît correspondre à votre demande qui est tout à fait légitime. Donc c'est une demande de retrait, sinon défavorable. Il est retiré. Le 1958 qu'il présente au groupe socialiste. Monsieur Potier, il est défendu. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Monsieur le ministre.
On est en scrutin public sur le 1958. Si je n'ai pas de demande de parole, eh bien chacun est à son pupitre. Le scrutin est ouvert. J'ai un scrutin public annoncé. Oui, il n'est peut-être pas annoncé sur le... Non, il n'est pas en scrutin public. Ici, c'est une erreur d'affichage, il est bien en scrutin public. Donc le scrutin est ouvert. Et donc le scrutin est clos. Ça n'aurait pas été un drame d'ailleurs, puisque je pouvais déclencher un scrutin public. Votant 138, exprimé 137, majorité 69 pour 36 contre 101, il n'est pas adopté. Le 4206, Madame Pochon. Merci, Monsieur le Président. Voilà une façon, Monsieur le Ministre, de prouver votre bonne foi qui vous aurait poussé bien malencontreusement, effectivement, à donner un avis défavorable, puis à faire voter contre les amendements de maintien, puis à assumer ensuite le lendemain la suppression des objectifs en matière de surface en agriculture biologique. Voilà finalement, au travers de cet amendement que nous vous proposons, une façon de transformer votre mea culpa en acte et de nous montrer que nous n'avons pas le monopole effectivement du bio. Cet amendement proposé par Stella Dupont en commission vise à garantir que l'investissement public fort en faveur de la transition vers l'agriculture bio, via les aides à la conversion, les aides au maintien ou encore via l'éco-régime de la PAC, ne soit pas perdu lors d'une transmission. L'agriculture biologique génère des externalités positives qui servent l'intérêt général. Nous devons donc tout faire pour que les exploitations qui ont été soutenues pour une conversion restent en bio. Aujourd'hui, la majorité des nouveaux installés souhaitent s'installer en bio. Donc il est complètement absurde de dire que cela priverait la liberté de choix des porteurs de projets. Il y a beaucoup plus de surface en conventionnel qu'en bio. Donc si la minorité souhaitant s'installer en conventionnel le fait sur des surfaces précédemment converties, on fait tout l'inverse de ce qu'une bonne politique publique doit faire et on jette l'argent des Français par la fenêtre. Alors que nous sommes déjà très en retard par rapport à nos voisins européens et nos propres objectifs de surface agricole utile en bio, nous ne pouvons pas nous permettre d'encourager la déconversion des terres. C'est ce que propose cet amendement. Merci, Madame la députée. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Pochon, votre amendement prévoit que les exploitations agricoles certifiées en agriculture biologique devront être cultivées, dans le cadre, je vous cite, de ce label pendant au moins 5 années après la transmission de l'exploitation. Donc vous sortez ici totalement la logique de l'article d'orientation des politiques publiques, qui est celle de l'article 8, pour prévoir une règle au contraire très stricte qui pourrait, dans certains cas particuliers, mettre certains exploitants dans de grandes difficultés. L'orientation en faveur du développement des pratiques agroécologiques, notamment de l'agriculture biologique, est déjà très largement donnée par le texte, comme nous l'avons vu précédemment. Avis défavorable. Monsieur le ministre. Monsieur Milienne. Merci, Monsieur le Président. Madame Pochon, moi je comprends tout à fait votre plaidoyer en faveur de l'agriculture biologique, je le partage. Mais il y a un moment où la réalité du terrain doit vous rappeler à l'ordre. Arrêtez avec les rapports, les tableaux Excel, allez voir ce qui se passe sur les exploitations. On n'a jamais eu autant de déconversion qu'aujourd'hui. Il ne s'est jamais vendu aussi peu de produits biologiques qu'aujourd'hui. C'est qu'il y a un problème. Travaillons dessus. Aidons les agriculteurs à se maintenir, mais arrêtez de vouloir absolument que tout le monde fasse du bio à un moment où ça ne passe pas. Pourquoi autant de déconversion si ça ramène autant d'argent, si c'est rémunérateur pour l'agriculture? Expliquez-moi. Sortez de vos tableaux Excel. Et qu'est-ce que je rêverais de voir Madame Trouvé enfin devenir exploitante agricole. Madame Bellucco. J'ai Madame Bellucco en défense. Merci, Monsieur le Président. Il y a plusieurs manières de soutenir le bio et d'éviter les déconversions. On ne les a pas mises en œuvre. Par exemple, on a de superbes lois Egalim qui ne sont malheureusement pas appliquées et qui proposent que la commande publique prenne sa part pour soutenir l'agriculture biologique, ce qui n'est malheureusement pas fait aujourd'hui. Voilà un levier que nous pourrions réactiver et soutenir. Il y en a d'autres, mais ce que propose cet amendement, ce n'est pas de faire la révolution de bio, de transformer toutes les surfaces en bio, c'est juste de dire on a investi de l'argent public sur certaines exploitations pour les accompagner dans une conversion en bio, soutenons-les pour qu'au moins celles-ci restent en agriculture biologique. Ce n'est pas révolutionnaire, c'est juste de se dire l'argent public qu'on a orienté vers l'agriculture biologique, pourquoi ne pas éviter de le gaspiller en essayant d'éviter les déconversions. Évidemment, il y a
plein d'autres leviers à mobiliser pour éviter les déconversions. Par exemple, si on avait une présentation du plan stratégique national et un débat devant le Parlement, on pourrait discuter de la répartition des aides de la PAC et on pourrait discuter d'aides de la PAC qui seraient orientées sur le nombre d'actifs et plus sur le nombre d'hectares, par exemple, ce qui serait favorable à l'agriculture paysanne et aux exploitations en agriculture biologique qui, en moyenne, embauchent plus de personnes. Ça pourrait être un levier, un autre levier que la commande publique. Donc en fait, on a plein de moyens, discutons-en, faisons-le, mais arrêtons de dire c'est le marché, il y a des déconversions, on n'y peut rien. On est là pour faire, on est là pour accompagner et on est là pour ne pas gaspiller l'argent public. Donc on a mis de l'argent public dans le bio, au moins que celui-là, on ne le gaspille pas et qu'on évite les déconversions sur au moins ces surfaces-là. C'est tout ce que propose cet amendement. Alors, comme j'ai de demandes de différents groupes politiques, je reprends un contre, un pour. Monsieur Dive, puis Monsieur Prudhomme. Merci, Président. Moi, il me semble que cet amendement est satisfait par, peut-être pas par la loi, mais satisfait par la réalité, puisque vous savez, comme nous, que toute conversion en bio et les aides, PAC notamment, destinées à la conversion en bio, sont d'une durée équivalente à 5 années. Et je comprends bien la subtilité de votre amendement qui concerne les transmissions, mais quelqu'un qui viendrait à reprendre une exploitation en bio, qu'il est soit dans le délai des 5 années ou qu'il soit au-delà du délai des 5 années, si le marché est porteur, si la situation est porteuse, il n'a aucune raison de changer et il resterait en bio puisque de toute façon tout est investi. Lui-même aurait fait un investissement sur une exploitation qui était déjà engagée dans le bio. Donc il n'y a aucune raison de pouvoir imaginer qu'il y ait de la déconversion. En tout cas, je suis en phase avec vous, luttons contre les déconversions, mais ça ce sera un débat qu'on aura peut-être tout à l'heure. Moi, il me semble que la réalité vient satisfaire cet amendement. Monsieur Prudhomme. Cette question du bio, et pour répondre aussi aux collègues Milienne, il y a un moyen assez simple, collègues, c'est redonner du pouvoir d'achat aux Français, là où vous ne cessez de leur faire les poches et de nous faire payer tenter plus, notamment sur l'électricité et d'autres biens essentiels que vous n'avez pas su réguler. Par ailleurs, puisque vous voulez des faits, des chiffres, des solutions, je vous invite juste à lire le rapport de la Cour des comptes de juin 2022 qui explique les bénéfices économiques du bio, la façon dont c'est solide, dont c'est rentable. Et toute la question autour de ça, pour vous répondre, vous qui interpellez sans connaître, sans avoir lu ce rapport, mais c'est que les externalités négatives, chers collègues, qui les payent, les externalités négatives de l'agriculture conventionnelle? Eh ben, c'est les consommateurs. Donc lisez le rapport de la Cour des comptes et faites en sorte que les subventions de maintien qui existaient avant, qui étaient à hauteur de 300 € l'hectare, soient rétablies et qu'on puisse enfin avoir ce système dont toutes les instances sérieuses, y compris économiques comme la Cour des comptes, nous disent qu'elles ont un grand bénéfice pour tout le monde, pour la communauté nationale, au point de vue environnemental, mais aussi économique. Voilà, nous allons passer au scrutin public concernant cet amendement 4206. Chacun est à son pupitre, il a reçu un avis défavorable. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat, votant 142, exprimé 137, majorité 69 pour 37 contre 100. Il n'est pas adopté. L'amendement 80, c'est Monsieur Vigier. Oui, très rapidement, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cet amendement est une demande de rapport au gouvernement qui permettrait d'obtenir tout simplement un suivi statistique et évolutif des typologies d'installations et de l'efficacité des politiques publiques menées de 2025 à 2035. Merci, Monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Vigier, vous souhaitez instaurer un rapport d'étape au Parlement tous les 2 ans sur l'efficacité des politiques d'installation avec un suivi statistique. Alors, ce rapport, il est prévu dans la loi à l'article L330 du Code rural. Cela étant, ça ne veut pas dire que la loi le prévoit et qu'on a tout ce qu'il faut. Je vous propose de ne pas instaurer un enchevêtrement des évaluations des politiques d'installation. Peut-être voir avec l'Observatoire national des installations transmission pour qu'il améliore son niveau de production. Et on peut peut-être espérer qu'avec le répertoire unique dont on va parler à l'article 10 dans le cadre du FSA, ces statistiques qui seront
qui seront concentrés dans un lieu unique permettent d'avoir une... Donc c'est plutôt par souci de simplification, d'efficacité, d'éviter un rapport supplémentaire et de profiter des nouveaux outils que la loi va permettre de mettre en place. Avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. C'est une demande de retrait ou sinon un avis défavorable parce qu'au fond, dans l'article 1er, nous avons évoqué la question de la remise d'un rapport d'ailleurs qui vous a été soumis chaque année sur les objectifs de souveraineté dans lesquels sont inclus, et c'est chaque année, ce n'est pas tous les 2 ans, y compris des statistiques en termes d'installation et de transmission, y compris la typologie si vous le souhaitiez. Donc, il me semble que, étant satisfait à l'article 1, c'est peut-être pas la peine de le remettre dans un article suivant. Et par ailleurs, rien n'empêche, je l'ai dit au moment des débats en commission, vous vous en souvenez, que vous puissiez vous saisir de ce qui est aujourd'hui le rapport tel qu'il vous a été présenté en avance de phase. Comme ça, on ne parle pas dans le vide et ça permet de regarder la réalité de ce qui vous sera proposé et que vous puissiez demander des éléments complémentaires. Mais rajouter un rapport qui plus est tous les 2 ans, pour le coup, je pense que par rapport à ce qu'on a écrit dans l'article 1, ça serait plutôt moins 10 ans. Donc c'est une demande de retrait, sinon un avis défavorable. Il est maintenu. J'ai entendu qu'il était maintenu, alors on passe au vote. Qui est pour, contre, rejeté. Le 1616, qu'il défend. Madame Couturier. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à donner les moyens aux éleveurs de s'orienter vers un modèle agricole agroécologique qui répond au bien-être animal et aux enjeux climatiques, et donc d'avoir une politique d'installation-transmission qui ne pousse pas vers un agrandissement systématique. Cette loi est une opportunité d'allouer des budgets conséquents pour la mise en œuvre d'une politique agricole et alimentaire ambitieuse qui reflète les besoins d'adaptation au changement climatique et de réduction des pollutions d'origine agricole, tout en accompagnant chaque agriculteur dans sa transition. Je voudrais vous témoigner un échange que j'ai eu la semaine dernière avec un agriculteur. Ce n'était pas dans mon département, mais c'était dans les Ardennes. Et je fais un petit signal à Quentin, qui a repris une ferme il y a 6 ans de 130 hectares. Et sur cette ferme, il a 18 vaches mères, 25 brebis, une truie, et il est en polyculture, avec vente directe. Que m'a-t-il dit? C'est que face aux aléas climatiques, du fait de sa diversification, eh bien, il pouvait faire face justement à parfois des cultures qui ne répondent pas totalement à des rendements adéquats. Et donc une résilience aux aléas climatiques. Et cet agriculteur, parce que vous le savez en ce moment, les agriculteurs, quand ils sont poussés à une intensification de leur agriculture, sont parfois en très grande souffrance. Ils ont du mal aujourd'hui à faire face aux exigences des banques et des orientations vers lesquelles on les pousse. Bon nombre vont malheureusement jusqu'à des actes dramatiques. Eh bien, ce jeune agriculteur, il était heureux parce que tout simplement, il a fait le choix de passer en agriculture biologique. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, vous souhaitez, dans votre exposé sommaire, si je le lis bien, que la conversion des élevages industriels, accompagner la conversion d'élevages industriels vers des élevages extensifs et la culture de protéines végétales. C'est bien ça, c'est pas... Mais qu'est-ce qu'un élevage industriel pour vous? Où est-ce que vous mettez la barre? Ça serait bien de pouvoir commencer à définir ça. On a le sentiment, quand on lit l'ensemble de votre exposé, là, à la lecture des détails, que vous prenez à nouveau les politiques d'installation et de transmission de cet article comme prétexte pour pointer les éleveurs ou les différents types d'élevage. En tout cas, ce n'est pas le sujet du tout de l'article 8. Vous parlez d'élevage, on ne sait pas trop dans quelle direction vous souhaitez orienter l'élevage de la France pour demain. Avis défavorable. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, Madame la députée, je répète ce qu'a dit un peu votre rapporteur. C'est à partir de 2 truies que c'est industriel, ou vous pourriez me donner un seuil? C'est à partir de 30 vaches? Combien de moutons? Je veux dire, je réponds à la caricature par la caricature, pardon de vous le dire. Mais je voudrais savoir, je l'ai déjà dit au début de nos débats,
Par ailleurs, vous faites un espèce d'amalgame en disant que, par nature, quand on aurait un certain nombre d'animaux, il y aurait des questions de bien-être animal. Vous savez très bien comme moi, enfin j'espère que vous savez très bien comme moi, que la question du bien-être animal est décorrélée en grande partie de cette question-là. Et donc je trouve que, au-delà de dire vous êtes dans une disposition absolument théorique. Et moi, je respecte absolument l'ensemble des élevages, mais ne commencez pas à opposer en permanence, sans être capable, la moindre fois, de m'expliquer ce qu'est un élevage de nature dite industrielle, comme si, je le répète d'ailleurs, par ailleurs, le mot industrie, mais je sais que vous avez abandonné cette cause depuis longtemps, était un gros mot en France. C'est un avis défavorable. Merci, nous passons au vote sur le 1616. Il y a une demande. Monsieur Léaumont, vous vouliez prendre la parole? Alors, Monsieur Léaumont ou Madame Trouvé, vous vous organisez? Monsieur Léaumont. Merci, Monsieur le Président. On aimerait avoir de la part du ministre des réponses qui soient un peu moins caricaturales que ce genre de réponse. Vous passez votre temps à nous dire allez sur le terrain, rendez-vous sur le terrain. Ma collègue Catherine Couturier vous rapporte l'échange qu'elle a eu avec un agriculteur. Et on a vu en face les gens rigoler, ricaner, parce qu'elle vous a fait le décompte de cette exploitation agricole. Pour vous répondre, Monsieur le ministre, sur l'industrie comme sur tous les sujets, nous avons des propositions qui sont des propositions très détaillées. Vous avez tort quand vous dites que la question de la concentration dans ces élevages n'est pas une question sur la question de la souffrance animale. Parce que précisément, par exemple, la taille de l'espace réservé à chacun des animaux dans les élevages que nous qualifions d'industriels est l'une des questions qui est prise en compte dans la question de la souffrance animale. Et ça, vous le savez très bien. Donc arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Par ailleurs, sur la question industrielle, vu que vous aimez changer de sujet, quand est-ce que vous allez mettre en place des mesures protectionnistes comme nous le proposons nous? Parce que si vous voulez protéger réellement l'industrie, il va falloir sortir du libre-échange. Voilà. Donc si vous voulez mettre en place des politiques ambitieuses en matière industrielle, il faut arrêter de faire votre système ridicule de libre-échange. Et là, vous pourrez mettre en place une politique industrielle planifiée. Voilà des mesures qui sont efficaces pour l'industrie, Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur Lavergne. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je crois, Monsieur Léaumont, Madame Couturier, c'est vous qui êtes dans la caricature. Enfin, sincèrement, est-ce que vous savez combien de personnes vivent dans les métropoles? Combien il faut de, je sais pas, je ne me rappelle plus le prénom de votre agriculteur, de Fabien qui a une truie pour nourrir les gens dans la métropole. Non mais revenez sur terre, un peu de pragmatisme s'il vous plaît. Alors, nous passons au vote sur le 1616, qui a reçu un avis défavorable, vote à main levée. Qui est pour? Contre? Rejeté. Sur le vote de l'amendement 1618, je suis saisi par le groupe du Rassemblement national d'une demande de scrutin public et sur le 1656 par le groupe de la France insoumise d'une demande de scrutin public. Ils sont annoncés dans l'enceinte de l'hémicycle, ainsi que sur l'amendement 4517 par la France insoumise, également une demande de scrutin public annoncée. L'amendement 1615, qui le défend, Monsieur Prudhomme. Merci, Monsieur le Président. Sur les questions d'installation, il faut aussi avoir une politique différenciée. Toutes les productions ne se valent pas, ne sont pas traitées à la même enseigne. Par exemple, nous avons dans le pays des productions excédentaires. Par exemple, sur le sucre, on produit 60% de plus que ce que nous consommons. Sur le blé tendre, c'est 90% de plus. Sur le maïs, c'est 49%. Sur l'orge, les orges, c'est 198%. Par ailleurs, nous avons des cultures qui sont très déficitaires, des filières très déficitaires. Les légumes frais, moins 15%, les fruits, moins 20%, le poulet, moins 20%, et même le beurre, moins 23%. Par exemple, en production de légumes frais, on est passé de 6,2 milliers de tonnes en 2000 à 4,9 en 2022. Pour les fruits, on a perdu 17 000 hectares en 22 ans. La vraie recherche de la souveraineté alimentaire consisterait donc à tout mettre en œuvre pour pallier à ces déficits. Mais comme vous l'a précisé ma collègue Catherine Couturier juste avant, dans l'amendement précédent, au contraire, la tendance est à l'agrandissement et surtout à la spécialisation des exploitations agricoles. Aujourd'hui, 35% des exploitations métropolitaines sont hyper spécialisées, alors qu'il y en avait seulement 19% en 1988. Et ça, c'est de la responsabilité des politiques publiques, de vos politiques publiques, dont vous êtes comptable ou devriez être comptable, plutôt que de nous remettre tout ça sur les genoux, alors que nous n'avons jamais été aux affaires et que vous êtes responsables et comptables de cette situation. Et de fait, rien dans cette loi n'est en mesure d'enrayer cette tendance. Et donc, par cet amendement, nous proposons des mesures concrètes pour corriger ces manques et en fait ces problèmes de souveraineté alimentaire sur les filières que j'ai citées. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Prudhomme, si je suis votre raisonnement à la lettre, au détail, si on fait au plus juste,
vous souhaitez une production en autarcie au plus près de notre consommation. Plus de commerce international, dépendance assurée à court terme. Je ne vous donne pas 5 ans pour ne pas être dépendant et on se retrouve en situation de dépendance. C'est complètement fou de pouvoir penser ça. Vous savez qui a fait ça? Qui a fait ça? C'était en 1917, on a créé des colcos et des sofcos. Ouais. L'État, les sofcos, les paysans, les kolkhozes et la Russie s'est retrouvée en famine. Non mais, enfin, l'URSS à l'époque. Donc, ce que je veux dire, pour être sérieux, aujourd'hui, l'article 8 modifié en commission, reprenons l'article 8. Je vous lis l'article 8 modifié tous ensemble à la majorité en commission. Je cite, les politiques publiques en matière d'installation favorisent la création, l'adaptation et la transmission des exploitations agricoles et le développement des pratiques agroécologiques, dont l'agriculture biologique. L'article 8, ça ne peut pas devenir un catalogue de tout ce qu'on produit et ce qu'on ne produit pas. D'ailleurs, le gouvernement s'est engagé au sein de l'agriculture tous les ans de produire l'état des lieux de ce dont on est dépendant et ce dont on est excédentaire. Mais notre agriculture en France ne nous permettra pas d'être indépendants en ananas ou en abricot à vie. Donc de toute façon, soit on décide de se refermer sur nous-mêmes, soit on décide d'avoir une agriculture productive, efficace et compétitive qui nous permet non seulement d'être indépendants, mais en plus de gagner des parts de marché à l'extérieur. Avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Avec la foi du charbonnier, j'essaie de convaincre Monsieur Prudhomme. Il y a 2 sujets, en fait, dans votre amendement. Le premier, c'est le sujet de la diversification. Et je partage la nécessité, vous avez raison, qu'on sorte dans un certain nombre de secteurs géographiques, je veux dire, de la spécialisation, qui a été la voie de tous les agriculteurs de beaucoup de pays. Hein, on n'a pas dérogé à la règle. Attendez, Monsieur Fournier, j'arrive. Vous me tendez la perche, vous allez voir. Et donc, évidemment qu'on a besoin d'essayer de trouver de la diversification. Mais il y a des territoires, le Massif central, il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on ne pourra pas faire. Il y a des terres, ça fait écho à ce que disait à bas bruit M. Fournier, oui, en Beauce, on fait plutôt des céréales et ça fait des millénaires qu'on fait des céréales. Ben si, ça fait au moins des millénaires qu'on fait des céréales dans cette terre-là, comme dans le bassin méditerranéen. Ça n'empêche pas qu'il y avait une spécialisation et que l'élevage était un élevage qui était plutôt vivrier qu'un élevage de production. Et donc, l'objectif de diversification, on le partage, mais cette idée de dire je vais faire une planification en disant je manque d'abricots, donc je vais aller faire de l'abricot dans les zones où on n'a jamais fait d'abricot, enfin, c'est faire fi de la réalité des territoires, des géographies, des histoires, des cultures territoriales, et donc c'est un avis défavorable. Merci, Monsieur Prudhomme. Monsieur le rapporteur, votre réponse est quand même assez consternante. Je vous parle d'installation différenciée parce que je vous démontre qu'il y a effectivement des secteurs où on a vraiment des gros problèmes et tous les gens que l'on rencontre de ces filières nous disent qu'effectivement, continuer à consommer des légumes, des fruits qui viennent de l'autre bout de l'Europe ou du monde, ça n'est pas possible et que pour eux, c'est aussi une concurrence déloyale. Et je vous parle d'installation différenciée et vous me répondez URSS. C'est pas sérieux et tout le monde l'aura noté. Par ailleurs, ces politiques de déspécialisation, c'est aussi ce qui est à l'œuvre aujourd'hui dans les politiques publiques qui sont soutenues par ailleurs par les gouvernements depuis assez longtemps, notamment les projets alimentaires territoriaux qui ont pour vocation justement à retrouver cette autonomie alimentaire et cette déspécialisation. Et puis c'est aussi, pour le coup, exposer les agriculteurs qui sont poussés dans ces spécialisations, et si on ne fait rien pour changer, ça va continuer, et les exposer à un risque que la complémentarité justement et la diversification permet d'amortir. C'est ça l'enjeu de cet amendement. Et vous nous répondez par kolkhoz, etc., etc. Non, c'est vraiment pas sérieux. On voit effectivement que dans cet hémicycle, il y a des gens qui essayent de travailler les sujets un peu sérieusement, d'avoir une vision de long terme, et puis ceux qui sont dans malheureusement des arguments franchement qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'attendent les agriculteurs aujourd'hui et le monde agricole d'une manière générale sur garantir la pérennité de leur métier, à leur assurer des revenus et surtout leur tracer un avenir qui soit un peu plus lisible pour eux. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors nous passons au vote sur le 1615 qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Contre? Rejeté. 1617. 1617. Qui le présente? Madame Etienne. Oui, merci Monsieur le Président. Alors cet amendement, il a pour objectif de maximiser le nombre de candidates à l'installation.
Il est nécessaire de lutter contre les inégalités d'accès aux métiers ou de conditions de travail entre hommes et femmes dans l'agriculture. Il est nécessaire de créer les conditions incitatives pour leur permettre de s'installer sereinement en agriculture. Ainsi, cet amendement vise à prioriser les projets portés par des femmes dans l'accès à la terre et les politiques d'installation. Lors du dernier recensement en 2020, les femmes représentaient 27% des chefs d'exploitation contre 8% en 1970. C'est un beau progrès, vous me direz. Mais depuis 20 ans, on constate que cet effectif tend vers une diminution en passant de 185 000 en 2000 à 135 000 en 2020. Alors, dans ce contexte, nous devons renforcer la visibilité des femmes dans le monde agricole. Nous devons étudier en profondeur les changements à engager pour que ceux-ci ne soient pas uniquement quantifiables. Refondons les instances professionnelles trop souvent sous la domination de la vision patriarcale et luttons durement contre le sexisme pour favoriser, soutenir et inciter les agricultrices à s'installer. Merci. Le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Etienne, votre objectif, et je le partage, c'est favoriser l'installation des femmes en agriculture. Les femmes ont toujours eu leur place dans l'agriculture française et elles doivent aujourd'hui être accompagnées dans leurs projets d'installation. Toutefois, l'objectif est d'accompagner tous les projets d'installation, dont ceux portés par les femmes. J'en ai parlé l'autre jour en hémicycle, je pense. Il n'y a pas lieu de faire de mention discriminante dans cet article. Et je mets en garde, pour l'avoir vécu, contre la discrimination positive qui n'a pas toujours les effets escomptés. C'est pas parce qu'on va dire on travaille pour les femmes, contre les hommes ou avec les hommes. Je pense qu'il faut qu'on ait une loi juste, une application juste, qui permette, comme vous l'avez dit, toute forme de sexisme ou discrimination et qu'elle s'applique de la même manière pour tout le monde. Aujourd'hui, dans un pays développé où l'homme est l'égal de la femme et les mêmes règles doivent s'appliquer aux deux sexes. Défavorable. Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Je ne saurais que trop vous renvoyer à l'amendement qui a été adopté de votre collègue Genevard, qui vient préciser ces éléments et qui vient clarifier les choses et qu'il n'est pas nécessaire de le rajouter là aussi à plusieurs reprises dans le texte. C'est bien un objectif et c'est un objectif qui est réaffirmé par l'amendement qui a été voté par votre Assemblée il y a quelques jours. Madame Bellucco. Merci, Monsieur le Président. Bon, ça nous paraissait quand même important et en tout cas, on vient en soutien de cet amendement parce que les femmes, ça représente à peu près la moitié de l'humanité. Et on se dit que si on veut installer plus de monde et si on veut vraiment assurer un renouvellement des générations, on peut se donner les moyens de les aider à s'installer aussi, celles qui ont envie, celles qui le souhaitent, et de lutter par la même occasion contre les discriminations dont elles font encore l'objet pour un certain nombre d'entre elles qui souhaitent s'installer sur ces métiers qui sont, on a déjà eu le débat, des métiers vus comme hommes. On n'a pas eu le débat sur l'installation. Je pense que cet amendement est aussi important. Merci. Nous passons au vote sur le 1617, car c'est un avis défavorable. Qui est pour? Contre? Rejeté. Le 1618. Madame Trouvé. Merci, Monsieur le Président. Bon, c'est un amendement qui, à nouveau, propose d'introduire l'objectif dans cette loi d'orientation agricole. C'est pas rien, c'est censé être la grande loi agricole du quinquennat, qui propose d'introduire donc l'objectif de diversification, de restructuration des productions. Et je vous avoue, quand je vous entends, Monsieur le Ministre et Monsieur le rapporteur, sur la diversification des productions, les bras m'en tombent. Vraiment, les bras m'en tombent que vous puissiez comme ça faire des caricatures, alors que je crois que l'ensemble du monde agricole est d'accord sur l'objectif de diversification des territoires et dans les exploitations agricoles. En fait, vous dites l'inverse de tout ce que dit le monde agricole aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est d'une... Bah oui, excusez-moi, trouvez un acteur agricole qui fait des caricatures comme ça et qui refuse de penser qu'il faut une diversification. C'est au cœur aujourd'hui des projets alimentaires territoriaux. La plupart des projets alimentaires territoriaux portent l'objectif central de diversification. C'est ce que portent tant de projets des chambres d'agriculture. Et pour deux raisons au moins, je vais vous l'expliquer quand même. Un, parce que
on a eu, oui, un phénomène de spécialisation productive des territoires qui pose problème. Parce qu'à force de concentrer les élevages dans les mêmes régions, on a des problèmes énormes de pression des fluents d'élevage. Tandis que dans les grandes régions céréalières où il y a de moins en moins d'élevage, je pense par exemple à la Picardie, collective non, il n'est plus là. Mais par exemple en Picardie, on a eu des grandes plaines céréalières où on manque par contre d'azote organique venu des effluents d'élevage. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut absolument remettre de la complémentarité culture-élevage dans les territoires et au sein des exploitations agricoles. Et dernier élément, je crois que tous les économistes agricoles sont d'accord là-dessus, tous les agronomes et les agriculteurs eux-mêmes le disent. Il faut aujourd'hui diversifier les risques au sein d'une même exploitation. Si vous faites la même production, une seule production sur une exploitation, vous êtes hyper dépendant du prix d'une production. Or, on est dans une ère de grande volatilité des prix agricoles parce que les marchés ont été dérégulés. Donc vraiment, c'est le bon sens, la diversification. S'il vous plaît, ne tombons pas dans ces caricatures. L'enjeu est trop important. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Trouvé, je vous l'ai dit tout à l'heure et je le répète, on a voté ensemble en commission cette diversification parce qu'on a tous voté ensemble. Donc on n'a rien contre la diversification. Et l'accompagnement des porteurs de projets, non, l'accompagnement des projets qu'on verra dans l'article 9 puis 10 qui sera fait par le guichet unique au moment de la transition, comportera sans doute, quand ça sera pertinent, des projets à cause du changement climatique, à cause des aspirations des nouveaux propriétaires ou des nouveaux exploitants, comportera de la diversification. Personne n'a rien contre la diversification. Mais on ne va pas faire un catalogue de tout ce qu'on doit mettre dans la diversification. Ça n'a pas sa place dans l'article 8. Oui pour la diversification, mais pas une liste à la Prévert. Défavorable. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Madame la députée Trouvé, il nous arrive réciproquement d'être caricaturaux. Mais là, pour le coup, sur la diversification, je ne crois pas qu'on l'ait été. Ben non, j'ai pas parlé... Non, chacun son tour. Ça vous arrive, ça arrive à tout le monde. Jamais. Madame Trouvé, vous n'êtes jamais dans la caricature. On vous mettra au musée de Sèvres, alors. Bien sûr qu'on a besoin de diversification, mais la différence que nous avons d'approche, c'est que vous vous dites on décrète ça dans la loi et ça va se faire comme ça parce qu'on l'aurait autoproclamé. Reconnaissons que la diversification, c'est complexe. Quand vous êtes dans les Pyrénées-Orientales et qu'avec des gens comme vous, on prive toute idée qu'on pourrait avoir des réserves d'eau, comment on va faire de la diversification quand on a besoin que l'élevage ait besoin d'améliorer son autonomie fourragère? Pour améliorer son autonomie fourragère, pardon, je vais dire un gros mot, il y a parfois besoin de maïs. Et il y a parfois besoin d'avoir une sécurisation de la réserve en eau. Tout ça, ça participe d'un processus de sécurisation. Quand on veut développer des filières dans les territoires, filière animale, vous avez raison de ce point de vue-là, je partage le sentiment qu'il faille diversifier plus, mais on ne peut pas le généraliser partout. Et reconnaissons qu'il y a des terres qui sont plutôt orientées vers l'élevage dans le Massif central et vers les grandes cultures dans les zones de plaine. Ce n'est pas une insulte à la diversification que de dire ça. Mais il y a besoin aussi, quand on veut faire de la diversification, de travailler sur les industries agroalimentaires. Les unités vous ne décrétez pas, vous décrétez la diversification quand nous pensons qu'il faut l'accompagner et accompagner les transitions. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire, ça me permet d'en dire un mot, au travers du plan agriculture méditerranéenne. Le plan agriculture méditerranéenne, c'est un travail que nous comptons faire, que nous allons lancer sous l'égide du Premier ministre et du Président de la République autour des questions d'accès à l'eau, parce qu'il faut se poser la question sans démagogie, sans caricature, autour de la diversification, parce qu'il y a un certain nombre de zones dans lesquelles la monoculture, quand on est en impasse une année et plusieurs années de suite, ça pose des risques. C'est tout ça qu'il va falloir évaluer, mais ça ne se décrète pas, ça se travaille territoire par territoire. Et pardon de vous le dire, ça n'est pas du registre de... Pardon de vous le dire, ça n'est pas du registre de la loi, et donc c'est un avis défavorable. Merci, Monsieur Fournier. Merci, Monsieur le Président. On inscrit dans la loi une orientation sur la transition agroécologique de l'agriculture. C'est pas simple, vous nous l'expliquez depuis plusieurs jours, que c'est compliqué, qu'il faut point trop d'en faire. Pourquoi ne pas inscrire la diversification ? Puisque vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut l'inscrire, qu'elle ait une nécessité, autant l'inscrire dans cet article 8. Ça le rendrait complet et utile. Moi, je voudrais le dire sur la diversification. L'enjeu, c'est de venir au soutien des agriculteurs. Sans diversification, il y a une vulnérabilité des exploitations.
quand on est face à des aléas climatiques et qu'on n'a qu'un seul type de production, on est en risque. Et donc l'inscrire dans la loi comme une perspective et non pas, il ne s'agit pas de le décréter. Il y a plein de mesures d'accompagnement et nous comptons sur vous pour les mettre en œuvre ensuite pour que ça soit une réalité. Mais c'est une ambition, c'est un cap, c'est une loi de programmation, c'est une loi d'orientation et ce serait logique de l'inscrire noir sur blanc dans le texte. Monsieur Milienne. Merci, Monsieur le Président. Mais Monsieur Fournier, on partage la diversification. Ne croyez pas, mais ça porte quoi de faire du déclaratif dans la loi? Pour autant, ça va s'auto-proclamer? Est-ce que ça va s'auto-proclamer? Est-ce que le fait de l'inscrire dans la loi, demain matin, les exploitations agricoles vont passer à la diversification sans qu'on les aide, sans qu'on travaille territoire par territoire, sans qu'on travaille ce qu'on est capable de faire, sans qu'on revienne sur vos dogmes, notamment vis-à-vis de l'utilisation de l'eau, qui empêchent la diversification dans certains territoires. Donc au bout d'un moment, arrêtons de parler, faisons. C'est pas la loi qui décrète ce qu'on fait. Alors, c'est un scrutin public. C'est un scrutin public sur le 1618. Chacun a son pupitre. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 149, exprimé 149, majorité 75 pour 39 contre 110. Il est rejeté. Le 1656. Madame Trouvé. Merci, Monsieur le Président. Juste en préambule, je voudrais dire que j'espère qu'on est là pour fixer des objectifs dans une loi d'orientation agricole qui ait de l'effet, parce que sinon, il ne fallait pas présenter de loi en fait du tout, quoi. Et on s'arrête là, en fait. Déjà, il y a une loi à quasi vide. Et je vais y arriver, quasiment vide en matière de renouvellement des générations, parce qu'il n'y a rien sur l'accès au foncier pour ceux qui veulent s'installer. Si en plus les objectifs qu'on met dans la loi, on se dit bah non, ça sert à rien, c'est pour ça qu'on ne les soutient pas, bon bah rentre chez nous, franchement. Ouais, je vous le dis, Et à ce moment-là, il ne faut pas faire la comédie autour de la grande loi agricole du quinquennat, il n'y a rien, quoi. Voilà. Si ce n'est, on le verra, un groupement foncier agricole d'investissement contre lequel il y a tous les groupes parlementaires qui sont contre, sauf la minorité présidentielle. Ce sera le résultat de votre loi agricole. Donc vraiment, je pense que vous devriez changer un petit peu de ton, de pied, pour qu'on puisse repartir de manière ambitieuse sur cette loi, enfin, de manière ambitieuse, en tout cas, qu'on ait l'impression que ça ait servi à quelque chose. Bon, maintenant, j'en arrive sur mon amendement. Enfin Donc cet amendement, justement, propose un objectif, puisque j'espère en tout cas qu'on peut présenter des objectifs dans cette loi, qui est le fait de dire que les politiques d'installation doivent assurer la transparence, la régulation des marchés fonciers pour orienter les terres agricoles, les immeubles agricoles vers l'installation, favoriser l'emploi, les pratiques agroécologiques, la déspécialisation des territoires, etc. Bref, cet amendement vise tout simplement à pallier un manque flagrant que d'ailleurs le collègue Potier a nettement aussi souligné, mais que nous avons tous souligné dans le groupe de suivi parlementaire de cette loi d'orientation agricole. Il manque le principal pour renouveler les générations agricoles. Le principal, c'est qu'il y ait une priorité donnée pour ceux qui veulent s'installer, priorité donnée pour accéder aux terres qui sont cédées, tout simplement. Et pour ça, il faut une régulation, une transparence des marchés du foncier. Monsieur le rapporteur. Madame la députée Trouvé, vous n'aurez pas été sans remarquer, puisque vous l'avez dit plusieurs fois, que cette loi d'orientation n'est pas une loi foncière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet, mais le sujet, il n'est pas ici. Vous dites qu'il n'y a pas d'objectif. On a réussi à se fixer un objectif de 400 000 exploitations avant 2035, de repasser la barre. Donc ça sous-entend conservation du modèle d'exploitation familiale, ça sous-entend arrêt des agrandissements, déjà. Ensuite, l'objectif bio, on vient d'en parler, vous en reparlez dans votre amendement, il figure, il a été affirmé à l'alinéa 1er de cet article 8. Ne dites pas qu'il n'y a pas d'objectifs, ils sont peut-être insuffisants pour vous, mais c'est des objectifs d'orientation de l'agriculture française à horizon 2035. Avis défavorable. Monsieur le ministre. Défavorable. Madame Trouvé. Et Monsieur Le Fur. Bien, merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, je pense que ce que vous me dites ne répond pas
au fait de demander à ce qu'il y ait une transparence et une régulation du marché foncier agricole. Nous l'avons suffisamment dit, c'est un problème, la loi s'en passe tous, à laquelle vous vous référez tout le temps en disant il y a la loi s'en passe tous, on ne s'embête pas avec, avec le foncier dans la loi d'orientation agricole. Cette loi s'en passe tous, je crois qu'il y a un quasi-accord pour dire qu'elle a des insuffisances graves. Aujourd'hui, vous savez qu'en 2023, 900 000 hectares ont été cédés à des sociétés plutôt qu'elles n'ont été cédées à des gens qui veulent s'installer. On a aujourd'hui un vrai problème aussi de priorisation de ceux qui veulent s'installer quand les terres sont cédées. On a un vrai problème de flambée des prix du foncier agricole. Voilà, on a des demandes régulières là-dessus et je veux rendre hommage ici au collègue Potier qui est régulièrement sur ce dossier-là. Donc oui, nous disons que c'est un amendement utile que nous devrions tous soutenir. Je pense à tous les groupes parlementaires qui en ont fait la remarque de cet angle mort dans cette loi, qui ont fait la remarque de cela pendant le groupe de suivi de la loi d'orientation agricole. Monsieur Le Fur. Merci, Monsieur le Président. Madame Trouvé, je vous en prie, essayez d'arrêter de dire aux agriculteurs ce qu'ils doivent faire dans leurs champs, la manière dont ils doivent travailler. Laissez-leur un peu de liberté. C'est ça qu'ils attendent. C'est ça qu'ils attendent. C'est ça qu'ils nous ont dit lors des manifestations récemment. Plus de liberté, moins de passe-passe, plus de... Chacun doit définir son projet. Et moi, dans les communes que je connais bien, eh bien, il y a un agriculteur qui s'est orienté vers le végétal. Monsieur Brun. Et un autre qui est éleveur à côté. Et tout ce monde-là a son projet. Il y a un autre agriculteur qui a très peu de terre. Donc lui, il a fait du hors-sol de façon à dégager un minimum de revenus. Chacun s'organise. Laissez-les libres. Ils réussiront. Ce sont maintenant de grands professionnels. Nous allons renforcer leur niveau de qualification. C'est ça ce qu'ils demandent. Arrêtons de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Arrêtons de faire la leçon. Ça, c'est votre dérive pédagogique. Faire la leçon en permanence aux autres. Nous considérons que la liberté et la responsabilité sont des fondamentaux et les agriculteurs, c'est ce qu'ils souhaitent. On va voter, c'est un scrutin public. Je vous invite, chers collègues, à baisser un peu le ton. Il va être 23 h à ce que nos débats puissent se terminer un peu plus calmement. Donc le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 153, exprimé 151, majorité 76 pour 38 contre 113. Il n'est pas adopté. Le 4517. C'est Madame Etienne qui le présente. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Alors, cet amendement vise à privilégier les porteurs de projets agroécologiques pour l'accès au foncier via les SDREA. Moi, j'aimerais compléter cet amendement. Là, ça se met à l'envers. Parce que j'ai été interpellée dans ma permanence, parce que je suis donc une circonscription à la frontière luxembourgeoise, où les agriculteurs frontaliers subissent une inégalité de traitement face aux agriculteurs étrangers. Alors, je vous explique. Alors que le contrôle des structures est pleinement appliqué pour un agriculteur français et que l'ensemble des terres agricoles qu'il cultive sont prises en compte, ce n'est pas le cas pour un agriculteur de nationalité différente. Par exemple, à la frontière luxembourgeoise, si un agriculteur luxembourgeois, donc dans cet exemple, veut exploiter une terre agricole en France et que dans le même temps, un agriculteur français souhaite exploiter la même terre, l'agriculteur étranger sera favorisé car les terres agricoles de son pays, dans son pays de résidence, ne sont pas comptabilisées. Donc c'est une injustice de traitement. Pour faire disparaître cette inégalité, je vous invite, Monsieur le Ministre, que soit appliqué fermement l'article L331-1 du Code rural qui exige de prendre en compte l'ensemble des superficies mises en valeur par le candidat afin que nos agriculteurs ne ressentent plus ce sentiment d'injustice. Merci. Monsieur le rapporteur. Madame la députée Etienne, vous sortez là du cadre de l'orientation des politiques publiques en empiétant sur la réglementation du contrôle des structures et sur le cadre d'intervention des SAFER. Même raison que précédemment, même avis défavorable. Monsieur le ministre. Défavorable. Madame Genevard.
Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, l'amendement de notre collègue ne correspond pas tout à fait à la défense qu'elle en a fait. Mais la défense qu'elle en a donnée est très intéressante parce que la situation qu'elle évoque à la frontière du Luxembourg, c'est précisément celle que nous vivons à la frontière suisse. Lorsqu'un éleveur suisse veut s'installer sur des terres françaises, il est prioritaire, la commission des structures est obligée de le mettre en rang 1 de priorité parce que ce qu'il possède en Suisse n'est pas comptabilisé. Et il y a une situation d'inégalité flagrante que j'ai déjà à plusieurs reprises mentionnée à Monsieur le Ministre. Je crois qu'il en est conscient. J'avais proposé un amendement en ce sens pour qu'on puisse modifier la législation. L'amendement n'a pas été jugé recevable. Le problème est bien identifié. Malheureusement, jusqu'à présent, il ne trouve pas de solution. Et ça nourrit un grand sentiment d'injustice chez les jeunes agriculteurs qui veulent reprendre des terres parce qu'il n'y a pas de solution. Alors, est-ce que c'est une négociation entre Berne et Paris? Peut-être. Est-ce qu'il faut changer notre propre législation? Ce que j'espère. À ce moment-là, on aurait plus de latitude. Mais en tout cas, il faut bien identifier le problème et essayer de lui apporter des solutions. Pour. Madame Genevard, vous soutenez l'amendement? Madame Genevard, vous soutenez l'amendement? Non. Voilà, vous ne soutenez pas l'amendement. Donc c'est Madame Trouvé qui soutient l'amendement. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Hein. Ma collègue Genevard est contre. Bon. Donc, je vais plaider pour cet amendement, mais plus globalement, plaider pour les amendements qui appellent, quels qu'ils soient, à une régulation plus forte du foncier. Alors, je réponds au collègue Le Fur. Bon, je pense que vous étiez un peu à côté du sujet, mais quand... c'est un euphémisme. Donc, en fait, pourquoi nous appelons à une régulation du foncier? D'abord, c'est même pas nous qui le disons. C'est la FN Safer. Alors, peut-être que vous êtes contre la FN Safer, j'en sais rien. Mais c'est la FN Safer, ce sont les Safer qui elles-mêmes disent on a un problème dans cette loi. Il n'y a rien qui fasse avancer en matière de régulation du foncier pour favoriser ceux qui veulent s'installer. Et j'en ai entendu beaucoup de votre groupe, vous voyez, collègue Le Fur, qui s'en inquiètent en réalité. Ceux qui ont suivi le groupe de suivi parlementaire de cette loi s'en inquiètent en réalité. De votre groupe à vous, hein. Voilà, et de l'ensemble des groupes parlementaires. On a un problème parce que dans cette loi, il n'y a rien. Alors, je vous mets au défi, sinon, de me trouver quelque chose. Il n'y a rien qui permette de favoriser l'accès du foncier à ceux qui souhaitent s'installer et à répondre aux grandes limites actuelles des lois, dont la loi s'en passe tous. Donc, tout simplement, dans cet amendement, comme dans les autres, nous essayons de pallier à cela, sachant que la majorité de nos amendements qui portaient là-dessus ont été déclarés irrecevables, tout simplement parce qu'il fallait se raccrocher à quelque chose et que dans cette loi, il n'y a quasiment rien sur le foncier. Franchement, et je finis là-dessus, une loi qui vise à maintenir 400 000 exploitations agricoles, comme je crois le collègue Lecamp, le rapporteur Lecamp va le proposer. Donc une loi absolument déclarative sur 400 000 exploitations qui restent sans qu'il y ait aucun levier concret mis en œuvre. Ça sert à quoi? C'est vous qui êtes dans le déclaratif et dans les grands objectifs sans mettre en œuvre des leviers. Monsieur le ministre. Peut-être juste répondre à Mme Trouvé sur le sujet. Vous aviez un objet sur lequel pouvait être aussi poser des questions de régulation, c'était le GFAI, mais par esprit un peu simplificateur, vous avez souhaité le supprimer en commission. On ne peut pas critiquer des choses et en même temps dire le contraire sur le fait c'était un outil, pardon, et c'est un outil pour nous, qui est un outil. Mais on peut ne pas être d'accord, mais nous considérions, sans vouloir financiariser quoi que ce soit, que compte tenu, comment dirais-je, du nombre de surfaces agricoles qui vont changer de main, que c'est un outil qui est utile. Mais bref, je n'y reviens pas. Je reviens en revanche, Madame la députée, sur ce que vous avez dit dans votre exposé motif, mais qui ne correspond pas à l'amendement et qui a été repris par votre collègue Genevard. On a analysé, les services ont analysé la question en dehors de la recevabilité ou pas des amendements. Et il nous semble qu'à droit constant, on doit pouvoir agir. C'est-à-dire qu'il est prévu. Donc, ce que je propose sur les zones qui sont concernées, ici la Franche-Comté, votre collègue Croisier, votre collègue, je cherche des yeux aussi, du Doubs, Paco a fait la même chose. Vous avez plusieurs initiatives pour essayer de réguler.
Vous l'avez fait, madame, sur la question du voisinage avec le Luxembourg. On va donner une instruction, nous, à nos services, pour que, en fait, ce qui nous semble être, c'est la direction des affaires juridiques qui nous dit, être le droit actuel, permettre de réguler en tenant compte des surfaces déjà acquises de l'autre côté des frontières pour éviter qu'il y ait ces phénomènes. Donc c'est le contrôle des structures doit, à notre sens, pouvoir s'appliquer dans ce registre-là. Et donc on va demander à nos services d'appliquer ce qui nous paraît être le droit pour éviter les phénomènes que vous dénoncez, dont nous partageons le risque évidemment d'appropriation de façon inconsidérée, et qu'en fait ce soit seulement les agriculteurs français détenant des terres en France qui soient soumis à la régulation et pas les autres. Voilà ce que je voulais rajouter sur le sujet que vous évoquez, mais qui n'était pas tout à fait l'amendement. Je maintiens donc mon avis défavorable. C'est un scrutin public sur le 45-17. Chacun a son pupitre. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votants 148, exprimés 146, majorité 74 pour 34 contre 112. Il est rejeté. Le 3224, Madame Robert Dehaut.